Bonjour à tous, ici Bagou. Je vais vous résumer l'art du pitch d'Oren Klaff et je tenais à vous souhaiter une bonne écoute. Tout au long de sa carrière, Oren Klaff a levé des fonds et il a excellé dans ce domaine puisqu'en 13 ans d'activité, il a levé 400 millions de dollars en tout et pour tout. Pour atteindre l'excellence dans ce domaine, il a développé l'art du pitch. L'art de présenter une idée, un produit ou un service d'une manière impactante pour l'auditoire. Sa méthode se décompose en 6 étapes. Premièrement, définir le cadre. Deuxièmement, raconter l'histoire. Troisièmement, révéler l'intrigue. Quatrièmement, offrir la récompense. Cinquièmement, trouver un point d'ancrage. Sixièmement, décrocher le contrat. On peut retenir cette méthode grâce à l'acronyme Chirac. Avant de commencer, nous allons faire un petit point sur nos connaissances du cerveau. Nos cerveaux se décomposent en 3 parties de la plus récente à la plus ancienne. Le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Le néocortex est la partie de notre cerveau qui nous permet de faire des raisonnements complexes, de penser de manière abstraite et d'analyser en profondeur. Le cerveau limbique est le siège des émotions. Le cerveau reptilien est la partie de notre cerveau que nous partageons avec la plupart des animaux que nous connaissons. La fonction de cette partie du cerveau est de nous faire survivre. Les réactions de ce cerveau sont très primaires, pour ne pas dire binaires. Soit il y a danger, soit il n'y a pas de danger. Lorsqu'on s'adresse à un auditoire, l'erreur commune est de croire que notre message complexe sera traité par le néocortex des personnes qui nous écoutent. En réalité, ce qu'il se passe, c'est que nous concevons notre message par notre néocortex, mais celui-ci est reçu par le cerveau reptilien de l'auditoire. Et voici les instructions qui régissent le traitement de l'information dans le cerveau reptilien. Premièrement, ignore le message si cela n'est pas dangereux ou si cela n'est ni nouveau ni excitant. Deuxièmement, si le message est nouveau ou excitant, alors résume-le en oubliant les détails. En somme, 90% d'un message compliqué tombe aux oubliettes. Pour établir un bon message, 2 éléments sont importants à prendre en compte. Premièrement, ne pas faire peur. Deuxièmement, dire ou faire quelque chose de positif, d'inattendu qui sort de l'ordinaire, soit une plaisante nouveauté. Dans le cadre d'un pitch, ce sont des éléments de synthèse bien définis qui vont garder en éveil le cerveau reptilien et non des slides PowerPoint. En résumé, pour un bon pitch, il faut rassurer le cerveau reptilien, intégrer des vignettes d'informations brèves, visuelles et novatrices, ne pas le submerger de travail. Maintenant que nous avons fait un peu de neurosciences, nous pouvons passer au concept des cadres. L'auteur définit le concept des cadres par les 5 règles suivantes. Tout le monde utilise les cadres sans forcément s'en rendre compte. Chaque interaction sociale entraîne une rencontre entre les différents cadres. Les cadres ne coexistent pas longtemps au même endroit et au même moment. Ils entrent en collision et l'un des cadres prend le contrôle. Un seul cadre survit. Les autres se disloquent et sont absorbés. Les cadres plus forts absorbent toujours les plus faibles. Le cadre qui l'emporte gouverne désormais l'interaction sociale. C'est cela, la maîtrise du cadre. Voici un exemple pour comprendre aisément ce qu'est un cadre. Imaginez que vous rouliez trop vite sur l'autoroute. Vous dépassez de 20 km/h la limitation de vitesse imposée. Vous entendez une sirène et vous voyez les gyrophares s'allumer. La voiture de police qui vous poursuit vous somme de vous arrêter. Vous vous exécutez. Là, le policier descend de sa voiture, il vient vous voir et vous demande par un geste de baisser votre vitre. À ce moment-là, le policier vous demande vos papiers et dit « Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête ?» Êtes-vous conciliant ou refusez-vous de répondre? Vous aurez plutôt tendance à lui tendre vos papiers. C'est cela la maîtrise du cadre. Dans cet exemple, le policier, de par son statut et de par la situation, dispose de la maîtrise du cadre. Il mène l'interaction comme bon lui semble et seules ses options sont proposées. Avant tout pitch, face à de potentiels investisseurs, la question qu'il faut se poser c'est « Quel genre de cadre va s'opposer à moi ?» L'auteur nous donne une liste et une description des cadres les plus communs. Il y a le cadre puissance, le cadre récompense, le cadre temps et le cadre intrigue que nous allons explorer ensemble. Le cadre puissance est notamment utilisé par les personnalités qui ont de gros égos. Ce sont des personnes qui savent qu'elles disposent d'un statut élevé dans la hiérarchie de leur organisation. Ces personnes-là ont l'habitude que les autres soient serviles avec elles. Face à ce type de personnes, il ne faut surtout rien faire qui puisse renforcer leur cadre. Il s'agit donc d'éviter de rire à leurs blagues vaseuses et d'éviter de faire passer leurs sentiments avant les vôtres.
L'auteur nous dit que son expérience prouve que ces personnalités seront surprises de votre attitude. En effet, elles ne s'attendent absolument pas que l'on vienne jouer sur leur terrain. Il y a deux façons de s'emparer du cadre face à un cadre puissance. Premièrement, refuser quelque chose d'anodin. Deuxièmement, adopter une attitude de défi sur un sujet annexe. Par exemple, on peut laisser un dossier apparent avec écrit confidentiel dessus, avec le nom du prospect. Dès que le prospect ou l'investisseur y touche, vous allez le laisser feuilleter rapidement pour qu'il aiguise sa curiosité, puis vous lui reprendrez le dossier des mains en lui expliquant que vous passerez à l'étude de ce dossier le moment venu. Bien évidemment, il faut le faire avec la bonne attitude. Il ne faut pas que votre interlocuteur ait l'impression que vous lui arrachiez ce qu'il a des mains et que vous lui disiez de rester à sa place. Il faut adopter une attitude joueuse, confiante, mais non arrogante. Pour instaurer un cadre récompense, il faut inverser la tendance naturelle qui est de croire que c'est à vous de gagner la confiance de votre interlocuteur. L'idée, c'est de montrer que c'est vous la récompense. Pour cela, vous allez affirmer intérieurement des phrases comme « La récompense, c'est moi » ou « Il n'y a qu'une personne comme moi et c'est moi ». De la même manière, pour instaurer ce cadre, vous ne pouvez pas accepter de vous faire marcher sur les pieds par votre auditoire. L'acheteur doit avoir envie de travailler avec vous et il doit vous montrer qu'il a le potentiel que vous acceptiez de travailler avec lui. Vous éviterez de poser des questions du type « Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec cela ?» Premièrement, c'est inélégant. Deuxièmement, c'est statistiquement inefficace. Troisièmement, cela laissera paraître que vous êtes dans le besoin car vous cherchez la validation de votre auditoire. Le type de remarque qui peut faire mouche, c'est « Tellement d'acheteurs face à un seul moi-même, comment allez-vous faire pour attirer mon attention dans cette foule ?» Notez que cela n'est pas une question mais une affirmation. Encore une fois, il faut absolument adopter un comportement qui laisse plutôt paraître une envie de jouer et surtout pas de l'arrogance. L'humour pendant votre pitch vous permettra de désamorcer la figure arrogante à laquelle on pourrait vous associer. Voici un exemple pour illustrer le cadre récompense et le fait de se considérer comme étant la récompense. Imaginons que vous aviez prévu de pitcher votre projet devant Monsieur Big Boss. Vous arrivez dans les locaux et l'on vous dit « Monsieur Big Boss n'est plus disponible finalement, mais nous allons faire la réunion sans lui ». Il est hors de question que vous acceptiez ce type de situation. À ce moment-là, vous expliquez que vous aviez prévu de rencontrer Monsieur Big Boss comme convenu et vous finissez par dire « Je peux vous laisser 15 minutes pour vous organiser, mais sinon on en restera là. » Il faut que vous ayez la ferme conviction de partir si les conditions de la réunion ne se passent pas comme prévu. Idem, si l'on vous explique qu'au lieu d'1 heure, vous ne disposez plus que de 30 minutes. Les premières fois où l'on agit de la sorte, on est mal à l'aise, voire terrifié. Mais avec le temps, on remarque que l'on acquiert une sorte de super pouvoir. Alors que vous êtes prêt à partir, tout le monde s'active pour trouver Monsieur Big Boss et faire en sorte qu'il soit là pour assister à votre pitch. Voici un exemple de phrase que vous pouvez dire au début de l'interaction avec vos prospects. Je suis heureux d'avoir pu trouver le temps de vous rencontrer aujourd'hui et comme j'ai un autre rendez-vous après celui-ci, je vous propose que l'on s'y mette dès maintenant. Instaurer un cadre récompense est la première chose à faire lorsqu'on démarre une interaction. Un des moyens pour renforcer ce cadre récompense peut être de faire effectuer à votre cible une tâche valable pour que vous acceptiez de travailler avec elle. Par exemple, BMW vend une voiture, la M3, avec un contrat qui stipule que l'acheteur a l'obligation de la garder propre et à l'entretenir après l'achat. Il faut également que vous renforciez votre croyance selon laquelle l'argent est presque inutile à l'investisseur tant qu'il n'aura pas acheté ce que vous avez à lui vendre. Le cadre-temps. Comme son nom l'indique, celui qui maîtrise le cadre-temps dans l'interaction, c'est celui qui impose sa contrainte temporelle pour limiter la durée de l'échange. L'auteur nous dit qu'en étant vigilant, les cadres-temps sont faciles à repérer et à recadrer. Pendant le pitch, dès que l'on s'aperçoit que l'attention de l'auditoire fléchit, il faut conclure rapidement et de soi-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un ne vous le fasse savoir. L'erreur commune serait de vouloir accélérer la cadence pour finir sa présentation et de chercher à dire tout ce que vous vouliez dire. Au contraire, cela ne fera qu'ennuyer encore plus l'auditoire. Pour conclure en beauté, vous pouvez jeter un œil à votre montre et dire « Oh là, j'ai bien peur de devoir vous quitter, j'ai un autre rendez-vous qui m'attend ». Puis vous concluez votre présentation. Le cadre intrigue. Le cadre intrigue est un cadre à utiliser dans le but d'attirer l'attention de l'auditeur. L'auteur introduit là la notion de cognition. On va distinguer deux types de cognition. La cognition chaude et la cognition froide. La cognition chaude est rattachée au désir, à l'envie, à l'excitation, tandis que la cognition froide est rattachée au domaine de l'analyse et de la résolution de problèmes. Lorsque l'on pitch une idée,
On veut que l'auditoire accroche sans effort à ce que l'on dit. Il y a 3 lois sur les cognitions chaudes. Premièrement, elles sont primales. Deuxièmement, elles ne peuvent être ignorées. Troisièmement, elles tendent à être immédiates et tenaces. L'idée va être d'intriguer le public en racontant des histoires personnelles ainsi qu'en y mettant du suspense et des rebondissements. Ce que l'on veut à tout prix éviter, c'est le check-out. Il y a check-out lorsque les personnes de l'auditoire arrivent à saisir votre idée ou croient l'avoir saisie. À ce moment-là, la personne ressent une certaine dose d'autosatisfaction et se désintéresse soudainement de ce que vous dites. Pour établir une bonne histoire à intrigue, il y a 6 éléments à respecter. Premièrement, il faut que ce soit une histoire courte en rapport avec le pitch. Deuxièmement, il faut que vous soyez le personnage principal de l'histoire. Troisièmement, il faut que vous incluiez du risque, un danger de l'incertitude. Quatrièmement, il faut que vous ajoutiez un élément de stress temporel. Cinquièmement, il faut que vous impliquiez de la tension, montrer qu'une force extérieure vous empêche d'agir. Sixièmement, il faut que vous fassiez comprendre qu'il y aurait de graves conséquences en cas d'échec. En tous les cas, il est très intéressant d'avoir toutes ces connaissances sur la maîtrise des cadres, mais l'élément le plus important à obtenir, c'est le statut. Le statut social est d'une importance capitale lorsqu'on souhaite avoir la maîtrise du cadre. Lorsqu'on dispose du statut social le plus important dans une pièce, rien n'est plus facile que de faire passer nos idées et que nos besoins soient entendus. Il s'agit de l'alpha de la pièce. Le cerveau évalue la position sociale d'une personne en permanence, bien que vous en soyez inconscient. Pour cela, il se base sur ces 3 critères. 1. La richesse. 2. Le pouvoir. 3. La popularité. Cependant, la plupart du temps, lorsqu'on se retrouve en réunion pour effectuer un pitch, on démarre avec la position sociale la plus basse. Nous sommes vulnérables et nous tombons facilement dans ce que l'auteur nomme les pièges à bêta. Les pièges à bêta sont des situations ou des événements qui vont vous pousser à adopter une attitude de dominer de votre arrivée dans les locaux de l'entreprise jusqu'à votre sortie. Les halls d'accueil en sont l'exemple typique. Vous arrivez, une standardiste vous reçoit, elle reçoit un coup de fil et vous fait patienter. Elle vous demande votre carte d'identité puis vous dit d'attendre que l'on vienne vous chercher. À ce moment-là, vous n'avez aucune valeur sociale où vous vous trouvez. Votre temps est prisonnier du bon vouloir de la standardiste. Votre statut est nul. C'est pourquoi la première étape sur le chemin de la maîtrise de l'art du pitch, c'est de repérer les pièges à bêta et de les éviter dans un second temps, avec humour, assurance et délicatesse comme toujours. Pour des raisons évidentes, veillez également à toujours être à l'heure, sinon vous renoncez automatiquement à une partie de votre pouvoir. Vous allez également chercher à obtenir un statut le plus élevé possible, le plus rapidement possible et à le maintenir. Pour cela, vous allez tenter d'établir des contextes dans lesquels vous allez pouvoir obtenir le statut le plus élevé. Voici 6 règles pour obtenir un statut contextuel. Ignorez poliment les rituels sociaux qui vont vous faire passer pour un bêta. Le small talk en arrivant et en attendant que la réunion commence n'est d'aucune utilité, mis à part d'avoir l'air gentil. Avoir juste l'air gentil, c'est tout ce que l'on veut éviter. Deuxièmement, ne soyez pas affecté par le statut social du client. Troisièmement, cherchez l'opportunité de perpétrer de petits actes de défi et de contradiction. Quatrièmement, faites glisser la conversation vers un domaine que vous maîtrisez totalement. Cinquièmement, posez un cadre récompense. Sixièmement, obligez le client à faire une déclaration qui confirme votre statut d'alpha. Enfin, la condition sine qua non pour que tout ce processus se passe sans encombre, c'est que vous devez vous montrer joueur. Maintenant que nous avons posé les bases du jeu des cadres et de la prise du statut, passons au cœur du sujet, le pitch en lui-même. D'abord, la cible doit se sentir à l'aise. Pour cela, vous allez la rassurer en lui précisant que la durée de votre présentation n'excédera pas 20 minutes. En effet, nous avons tous déjà vécu des réunions ou des situations qui s'éternisent à n'en plus finir. Ajoutez à cela que la personne qui a la parole semble ne pas se rendre compte qu'elle a perdu l'attention de tous les auditeurs. C'est ce que l'on veut éviter à tout prix. Tout ce qui est important doit tenir en 20 minutes maximum. Dans ce délai de 20 minutes, voici comment se décompose la présentation. Premièrement, se présenter en 5 minutes. Deuxièmement, présenter le budget et l'ingrédient secret en 10 minutes. Troisièmement, proposer le marché en 2 minutes. Quatrièmement, poser les cadres pour une bonne cognition en 3 minutes. Première phase, se présenter. La présentation doit se faire rapidement. Il suffit d'exprimer vos grandes réussites. En effet, pour se construire une image mentale de vous, vos interlocuteurs ne font pas l'addition des informations qu'ils ont à leur disposition, mais une moyenne de celles-ci. Ensuite, vous introduisez un cadre « Pourquoi maintenant ?», en répondant aux questions suivantes. Pourquoi l'idée est pertinente et importante ? Pourquoi doit-elle être perçue comme importante là, maintenant ? Si ces 2 questions ne sont pas élucidées dès le début,
Vos interlocuteurs se poseront la question constamment durant l'entrevue. Et le pire serait qu'ils vous coupent la parole pour vous les poser. Les anticiper vous permet de garder la main. Pour présenter l'idée, vous allez la placer dans les contextes économiques, sociaux et technologiques. Et vous allez insister sur le changement tout en montrant que l'idée s'inscrit dans une évolution logique. En effet, les humains ont non seulement une tendance naturelle à la cécité au changement, mais si le changement est trop brusque, cela risque de faire peur. L'auteur nous donne un modèle pour introduire une idée en respectant ses critères en moins d'1 minute. Il s'agit du modèle de Moore. Je vous mets le script en description de ce podcast. La phase 2. Présenter le budget et dévoiler l'ingrédient secret. Le risque dans cette phase, c'est de se perdre dans des explications analytiques très compliquées et lourdes de traitement pour le cerveau de notre interlocuteur. C'est là que le cerveau reptilien peut prendre peur. À l'inverse de la tendance générale des gourous de la vente qui poussent à la simplification à tout bout de champ, Oren Klaff a remarqué que la simplification à outrance est aussi problématique que le gavage d'informations. On risque alors de laisser l'auditoire sur sa faim. Donc, pour lui, la complexité n'est pas un problème. Par exemple, lorsqu'on s'adresse à un enfant, on ne simplifie pas à tout bout de champ. Cependant, on donne des explications avec des mots que son esprit est en mesure de recevoir. Face à son auditoire, c'est pareil. Il s'agit de savoir s'adresser avec les mots qu'ils comprendront. D'autre part, il nous fait remarquer que le cerveau n'est pas doué pour les probabilités, mais qu'il l'est énormément pour les relations humaines, même lorsqu'elles sont hyper complexes. Il n'y a qu'à regarder le succès qu'ont les émissions de télé-réalité pour comprendre ce principe. Ce qu'il faut retenir lors de cette phase sont les 2 principes suivants. Premièrement, ce qui compte, c'est la capacité à transmettre l'information d'une façon adaptée à l'esprit de l'interlocuteur. Deuxièmement, tout ce qu'il y a d'important à dire doit tenir en moins de 20 minutes. L'auteur a étudié en profondeur la façon dont l'attention d'un auditeur fonctionne. À la manière d'un cocktail, voici les molécules qu'il faut pouvoir faire sécréter au cerveau de son interlocuteur. La dopamine et la noradrénaline. La dopamine est l'hormone de l'anticipation de la récompense. Voici les éléments qui permettent sa sécrétion lors d'un pitch. 1. Une brève démonstration du produit. 2. Une idée inouïe. 3. De bonnes métaphores pour expliquer un sujet très complexe. 4. Des objets brillants, des objets mobiles, des objets de forme, de taille ou de configuration unique. L'attente de ces éléments mettra l'eau à la bouche des auditeurs. Par exemple, dans l'un de ses speeches, l'auteur s'adressait à des pilotes d'avions de ligne. Il a donc subtilement placé des images d'avions supersoniques toutes les 3 minutes dans les slides de sa présentation. Pour sécréter la noradrénaline, il faut susciter chez les auditeurs de la tension ou du conflit. Pour cela, voici ce que vous pouvez mettre en place. Premièrement, récupérer quelque chose que vous avez préalablement donné à votre auditoire. Deuxièmement, dire que vous vous en allez. Troisièmement, exprimer de façon authentique que vous n'êtes peut-être pas fait pour vous entendre s'ils ne remplissent pas certaines conditions sine qua non pour vous. D'après les différentes expériences de l'auteur, lorsque tout le monde est poli et gentil lors des pitchs, on va droit vers l'échec. Enfin, lorsque vous présentez le budget prévisionnel, insistez sur vos compétences en management de budget plutôt que sur vos compétences de prévision de chiffre d'affaires. Tout le monde sait que les chiffres sont gonflés et hyper optimistes. De plus, vous pourriez vous faire attaquer par un cadre analyste qui passerait au crible vos prévisions. Dans cette phase, lorsque vous évoquez la concurrence, seules 2 questions sont à résoudre. Premièrement, avec quelle facilité les nouveaux concurrents peuvent-ils se lancer dans la mêlée? Deuxièmement, avec quelle facilité vos clients pourront-ils passer à un autre produit que le vôtre? Le fait de ne pas évoquer le sujet de la concurrence peut être une solution, mais cela vous fera passer pour quelqu'un de naïf. En anticipant les questions que l'auditoire se pose, vous montrez que vous êtes totalement conscient des réalités du marché. Enfin, pour présenter l'ingrédient secret, vous allez montrer l'avantage indéniable de votre produit ou service par rapport à celui de vos concurrents. Vous le ferez en moins de 10 minutes. Pour vous donner une analogie avec le domaine de l'humour, Seinfeld, un très célèbre humoriste des États-Unis, explique qu'il a 3 minutes d'attention au début de son spectacle pour convaincre. S'il ne parvient pas à convaincre, son spectacle est fichu car l'auditoire ne prêtera pas attention à ses sketchs. La phase numéro 3, proposer le marché. La règle lors de cette phase, c'est que le deal ne doit laisser aucune part d'ombre à l'issue de celle-ci. Il faut expliquer le rôle de chacun, expliciter les responsabilités et les attributions de chaque acteur du projet. Phase 4, poser les cadres pour une bonne cognition. Ici, Oren Klaff y consacre un chapitre entier dans son livre. Il nous explique comment utiliser toutes les connaissances acquises jusqu'ici et comment organiser son pitch. D'abord, il définit la cognition chaude comme étant un état dans lequel on décide que l'on aime ou que l'on n'aime pas quelque chose avant même de l'avoir totalement compris. En gros, l'idée c'est d'intégrer les cadres récompenses, cadre temps et cadre autorité morale
au sein d'un cadre intrigue de la façon la plus rythmée possible pour arriver jusqu'au point d'ancrage. L'auteur définit le point d'ancrage par le moment où les cadres des deux parties entrent en collision. À ce moment-là, un des deux cadres remporte la collision et absorbe l'autre. Si vous y parvenez, vos idées seront suivies par tout le monde sans difficulté, à condition que vous le mainteniez jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce que le cadre intrigue ? On a vu que le cerveau reptilien comprenait facilement les histoires dont on est le protagoniste. Pour instaurer ce cadre, on va donc raconter une histoire épineuse que l'on a vécue et la façon dont nous nous en sommes sortis vainqueurs. Un récit qui semble correct dans le temps transmettra un sentiment de vérité et d'exactitude. Voici les éléments pour débuter une bonne intrigue. 1. Lâcher un homme dans la jungle. 2. Les bêtes l'attaquent. 3. Cet homme parviendra-t-il à se mettre en sécurité? 4. Emmenez l'homme jusqu'à l'orée de la forêt, mais ne le laissez pas en sortir. Ne donnez surtout pas la chute. Cela vous permettra de maintenir l'attention de l'auditoire qui voudra connaître la chute. Quand on écoute votre histoire, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous rend intéressant, c'est ce que vous faites pour vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La puissance émotionnelle d'un récit émane toujours d'un personnage qui fait face à des obstacles majeurs et parvient à les dépasser. C'est alors que vous enchaînez sur le cadre récompense. Le cadre récompense ne repose pas seulement sur les mots ou les explications, il repose davantage sur la force de vos convictions quant à savoir quelle est ou qui est la récompense. Voici les mots à se dire et à se répéter à soi-même pour commencer à changer son modèle interne et être convaincu que l'on est la récompense. 1. Je suis la récompense. 2. Vous essayez de m'impressionner. 3. Vous essayez de remporter mon approbation. Vous enchaînez ensuite sur un cadre-temps. Cependant, vous voulez éviter à tout prix d'être le vendeur lourd que tout le monde a connu. Vous savez, celui qui vous met une pression temporelle et qui répète sans arrêt que la rupture de stock est proche ou que la promotion prend fin dans 2 jours. Mais on garde tout de même en tête 2 principes universels à propos de la pression temporelle. Premièrement, elle fait diminuer la qualité d'une décision. Deuxièmement, c'est le meilleur moyen et de loin pour pousser les gens à acheter car cela active la peur de rater une affaire. Donc, pour respecter tous ces principes, on peut donner une phrase simple qui mette tout le monde d'accord. Voici l'exemple de phrase que l'auteur nous donne. Écoutez. Personne n'aime être pressé par le temps, ni vous, ni moi, ni personne, mais les bonnes affaires avec les bases solides sont comme un train. Elles entrent en gare, laissent monter quelques investisseurs et ont une heure de départ prédéfinie. Et quand vient le moment de partir, le train redémarre. Vous avez largement le temps de décider si vous avez envie de travailler avec moi et si le projet vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez aucune raison de vous engager, nous sommes d'accord. Mais je ne suis qu'un acteur dans cette affaire, avec ou sans moi, avec ou sans vous, ce deal aura lieu. Il y a un parcours précis à suivre et nous devons tous nous plier à ces délais-là. Il faut que toutes les décisions aient été prises avant le 15. Voilà, nul besoin d'insister lourdement ensuite. Tout le monde a compris que la deadline est posée au 15. Vous enchaînez ensuite avec un cadre autorité morale. Un exemple frappant du cadre autorité morale est celui du médecin. Dans l'esprit de tout interlocuteur, le besoin et le manque sont perçus intuitivement comme des menaces. Si votre interlocuteur perçoit que vous êtes dans le besoin, il aura tendance à refuser le deal avec vous. Cela est perçu comme de la faiblesse. On ne s'habitue jamais vraiment au rejet, alors mieux vaut éviter cette habitude. Dès que vous décelez que vous perdez l'attention de vos auditeurs, ils jettent un œil à sa montre, ils toussent nerveusement, ils ferment des dossiers qu'ils consultaient. Il s'agit d'un moment crucial. Vous serez fortement tenté d'adopter un comportement de vendeur dans le besoin. Par exemple en parlant plus vite pour finir plus vite, ou en s'excusant. Vous allez tenter de soulager votre stress en recherchant la validation de votre auditoire. La protection de soi est une réaction inconsciente qui vient tout droit du cerveau reptilien. Voici 3 règles pour contrer les comportements de manque. 1. Ne rien vouloir. 2. Ne se concentrer que sur ce qu'on fait de bien. 3. Annoncer l'intention de sortir de l'interaction. Ou autrement dit, 1. Éliminer ses désirs. 2. Faire preuve d'excellence en présence d'autrui. 3. Se retirer. Enfin, l'auteur donne quelques conseils plus personnels pour amorcer un bon début dans cet art du pitch. Il dit qu'il n'y a pas de cerveau reptilien français, anglais ou vietnamien, ils sont tous conçus de la même manière, et voici les consignes qu'il donne. 1. Quand quelque chose est ennuyeux, ignore-le. 2. Quand quelque chose a l'air dangereux, bats-toi ou fuis. 3. Quand quelque chose est compliqué, résume-le drastiquement et transmets-le sous une forme sévèrement tronquée. L'auteur souligne l'importance de la pratique. Les connaissances théoriques n'ont d'utilité que si on met en pratique ce qui a été appris. Lors de la pratique, il s'agit de s'amuser. Le combat des cadres, entre guillemets, est un jeu dès le départ. Si l'on ne s'amuse plus,
alors cela peut être un signe qu'il faut tout reprendre depuis le début afin de repartir sur de bons rails. D'autre part, il est fortement recommandé d'apprendre cette compétence en groupe avec des amis ou des collègues. Cela vous permettra de calibrer vos cadrages-recadrages dans des situations qui ne vous prêteront pas de préjudice en cas de mauvaise calibration. Et n'oubliez surtout pas les 3 éléments les plus essentiels, l'humour, l'assurance et l'élégance. Pour finir, l'auteur nous donne 7 étapes à suivre pour parvenir petit à petit à son niveau de maîtrise. Étape 1, reconnaître les pièges à bêta. Étape 2, s'amuser à contourner les pièges à bêta. Étape 3, identifier et étiqueter les cadres sociaux. Vous pouvez en discuter avec des amis ou des partenaires. Étape 4, commencer à initier des collisions de cadres avec des cibles face auxquelles vous ne risquez pas grand-chose, toujours avec humour et délicatesse. Étape 5, perpétrer de petits actes de défi et d'opposition. À cette étape, il faut mesurer la tension et si vous évaluez qu'elle est trop élevée, alors lâchez du lest ou reprenez tout à zéro. Étape 6, ajoutez une bonne dose d'humour, de bonhomie, voire un peu de malice. Étape 7, travailler avec d'autres maîtres des cadres. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses et que vous pourrez mettre en place des actions en lien avec ce livre. Vous pouvez retrouver du coup le modèle de Moore en description et le lien de l'article qui va avec. Au revoir et à bientôt. Ciao ciao.